un accord majoritaire signé avec les délégués syndicaux, ou à défaut par un accord avec les membres du CSE, ou même, à défaut d'avoir la possibilité de signer un accord, par une décision unilatérale de l'entreprise. Voilà. Donc c'est une liberté plus grande qui a été donnée par le législateur aux chefs d'entreprise, en disant, bon, enfin, il y a peut-être quand même des raisons de considérer que voilà, cette activité-là, elle pourrait être plus logiquement raccrochée à cette unité, parce qu'en termes de business, ça a du sens pour vous, alors qu'avant, c'était l'inspecteur du travail qui disait, bon là, vous avez un effet de seuil, pim pam poum, vous allez mettre en place un établissement, etc. Et là, en même temps, est-ce que, prenons le cas d'une entreprise industrielle avec 3 gros établissements de 350 personnes, comment les choses peuvent-elles se passer? Est-ce qu'on peut avoir un ensemble unique? Oui. Est-ce qu'on peut très bien définir qu'il y a 3 usines et donc 3 périmètres électoraux? Oui, tout à fait. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On peut globaliser le tout. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont fait le choix d'un CSE unique. Donc il y a voilà, 3 unités de production réparties sur toute la France, un seul CSE pour la représentation des salariés de manière globale. D'accord. Et puis d'autres, à l'inverse, qui ont décidé que ce serait dans le périmètre de chacun de leurs usines. Ça c'est imposé par l'employeur ou c'est une négo? Si on est en présence de délégués syndicaux, donc d'organisations représentatives, c'est une négo. Parce qu'en nombre d'effectifs, ça a chuté énormément hein, entre tous les salariés qui étaient DP, CE, CHSCT. Oui. Là, ça va. Ah, ils sont moins nombreux. Et le nombre d'heures de délégation également a été revu à la baisse? Alors, avec des effets de seuil, c'est-à-dire que quand on a l'hypothèse que tu évoques, c'est-à-dire que j'avais 3 usines, et finalement je décide de faire qu'une seule entité sur laquelle j'aurai l'ensemble de mon périmètre électoral. À ce moment-là, je peux me retrouver avec d'un seul coup 500, 600, 700 personnes. Et donc là, en fait, il y a comment dire, un effet ciseau, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une réduction du nombre de mandatés. Pour les entreprises, j'irai à peu près jusqu'à 300 salariés. Réduction du nombre de mandatés, réduction du nombre des heures de délégation. Et après, au contraire, un effet levier, donc ça amplifie. Et pour avoir une idée. Il existait auparavant l'Union économique et sociale. On essayait toujours de réunir pour créer des communautés de comités. Est-ce que ça encore Ça continue d'exister. Hein. Donc, quand on a effectivement, on peut très bien avoir une unité économique et sociale qui réunit plusieurs périmètres. Ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment du côté syndical, il y avait toujours cette il y avait cette revendication de constituer effectivement une US pour faire reconnaître cette unité économique et sociale. Aujourd'hui, ça va être quand même plus marginal, puisque de toute façon, par la négociation, on pourra décider avec son employeur du périmètre qui semble le plus adapté, plutôt aux intérêts de l'entreprise dans ces cas-là, sans que ce soit au détriment des intérêts des salariés non plus. Voilà. La proportion, une entreprise qui aujourd'hui est à 250 salariés et avec tous les DP, CE, CHSCT et demain en CSE, c'est combien d'heures avant et après à peu près, on peut avoir une idée comme ça? Joker, oui, j'ai ça dans mon ordinateur. Je te dirai ça tout à l'heure si tu veux. Mais enfin, bon, on va avoir sur une entreprise de 250 salariés, de tête comme ça, je dirais qu'on va avoir 10 ou 11 élus titulaires, qui sont vraiment ceux avec lesquels on prendra les décisions, on validera les décisions. Plus autant de suppléants. Et en heures de délégation, je dirais qu'ils doivent avoir au moins une vingtaine d'heures chacun. On a 400 heures. Pour les titulaires, hein, parce que les heures sont attribuées aux titulaires. Ça fait 200 400 par heures mois. Par mois. 200 par an. Alors, il y a une nouveauté importante, c'est c'est le principe de la mutualisation des heures de délégation et de l'annualisation du compte de ces heures. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire schématiquement, vous avez droit, vous êtes élu titulaire, vous avez droit à 10 heures de délégation par mois. En réalité, vous pouvez considérer que vous avez un volume qui sera de 120 heures au global par an. Et ces 120 heures par an, vous pouvez les utiliser vous, mais vous pouvez aussi les distribuer librement, notamment aux suppléants, qui n'ont pas d'heures en propre. Donc il y a une mutualisation et une annualisation qui se fait. Alors avec quand même quelques limites, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de regrouper ces heures dans une proportion qui est de plus d'une fois et demie le contingent des heures auxquelles on a droit une fois par mois. Je prends un exemple, vous avez donc 10 heures par mois,
le dernier week-end de février, vous posez 15 heures. Les premiers jours de mars, vous posez 15 heures. Vous avez 30 heures pour partir au sport d'hiver. Voilà. Ça, c'est quand même un exercice qui est resté dans la tête des représentants. Ça, c'est classique. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Bon. Et donc, les 200 heures qu'il y aura avec le CSE, là, pour prendre l'exemple des 250 salariés, là, antérieurement, c'était quoi? C'était 1000 heures? Vous avez oui, si on cumulait les heures de TP et le CSE, c'est peut-être pas 1000, mais enfin... c'était 600 ou 700. On était bien sur 600 heures. Oui, 600, donc c'est 1 pour 3. Enfin, oui, il y a un beau coup de rabot, oui. Sur ces heures de délégation, est-ce qu'il y a un devoir de prévenance? Alors là, la loi introduit effectivement un devoir de prévenance, mais d'une façon un peu baroque, puisque ce devoir de prévenance, il est de 8 jours avant la prise des heures de délégation, sous forme écrite, uniquement pour le contingent des heures mutualisées ou annualisées. C'est-à-dire que je suis titulaire de 10 heures par mois, je prends mes 10 heures par mois. Je veux prendre 2 heures de plus, là j'ai 8 jours de prévenance. Pour les 2 heures. Et les 10 heures, je fais ce que je veux. Et ce que tu veux, non. Tu utilises tes heures de délégation dans le cadre de ton mandat. Mais on n'est pas obligé de prévenir. Il y avait dit, ce que je veux, par contre, je dois les prendre le jour où je veux, peu importe le jour. Alors, oui et non, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place quand même le principe des bons de délégation, qui sont quelque chose qui est facultatif, mais qui s'impose aux mandatés à partir du moment où ça a été mis en place par l'employeur. Donc ça reste une capacité Bien sûr. de mettre en place ce Ouais, système. pour suivre les heures. Souvent, le bon de délégation, quand il était mis en place, il prévoyait une prévenance, alors peut-être un peu plus raisonnable, puisqu'on était sur des prévenances de l'ordre de 48 heures. 8 jours, je m'attends à ce que ça ouvre lieu à beaucoup de négociations. Parce que l'autre grande caractéristique de la réforme, c'est que, en fait, tout est négociable. Je vais encore illustrer de la façon suivante. On va reprendre la pyramide, mais ici c'est la pyramide des normes, la hiérarchie des normes. Voilà. Donc en France, on avait un système qui était très pyramidal. On avait donc tout à fait en haut les traités internationaux signés par la France, qui est par exemple signataire du traité mettant en place l'Organisation internationale du travail. Voilà. Ensuite, on avait la Constitution française, qui reconnaît le droit de grève, par exemple. Et puis ensuite, tout ce qui était de l'ordre de la loi, de la réglementation, des ordonnances, etc. Après, on avait le champ de la négociation, donc la négociation interprofessionnelle, et puis la négociation de branche. Enfin, on avait la négociation d'entreprise, et puis tout à fait en bas, on avait le contrat de travail signé entre l'employeur et le salarié. Et le contrat de travail qui était tout à fait en bas, il était protégé par tout ce qu'il y avait en haut. Donc on avait un principe qui était ce principe de la hiérarchie des normes, qui était associé à un autre principe qu'on appelait le principe de faveur, c'est-à-dire qu'on ne pouvait en bas que améliorer les dispositions qui étaient prises plus haut. On ne pouvait pas faire moins, on pouvait améliorer. Il y a eu quelques coups de canif qui avaient été donnés à ce système-là, et dans l'ensemble, ça résistait. Les ordonnances, c'est la deuxième grande conséquence des ordonnances avec la mise en place d'une instance unique. Je ne dis pas regroupement des instances, parce que c'est plus compliqué que ça, mais la mise en place d'une instance unique. Le deuxième grand effet de la réforme, c'est qu'on passe d'un système comme celui-là à un système comme celui-là. Vous êtes d'accord que ça n'a rien à voir? Absolument rien à voir. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un cadre qui est défini par la loi. La loi, elle va prendre des dispositions qu'on appellera des dispositions d'ordre public. Ensuite, on a le champ de la négociation qui va pouvoir définir des dispositions par accord collectif. En entreprise. C'est bien un accord d'entreprise qui est ici considéré. Et après, à défaut d'accord, on va retrouver, des dispositions supplétives qui sont à ce moment-là prévues par la loi. Prends un exemple. La loi dit les heures supplémentaires font l'objet d'une rémunération majorée. On négocie en entreprise, on tombe d'accord, les heures supplémentaires feront l'objet d'une rémunération majorée à 10%. On n'a pas trouvé d'accord,
on applique les dispositions supplétives qui prévoient que les heures supplémentaires sont rémunérées à 25%. Donc aujourd'hui, il est possible effectivement de prendre par accord des décisions qui sont totalement dérogatoires de ces dispositions supplétives, éventuellement donc moins avantageuses pour les salariés. Il y a juste quelques domaines qui ont été préservés, qui sont des domaines de ce qu'on appelle de primauté de la branche. C'est-à-dire qu'il y a une série de domaines dans lesquels les branches professionnelles peuvent établir elles-mêmes les règles. Alors ça va toucher justement le salaire minimum, quand même, et puis les classifications, parce que c'est souvent un exercice convenu dans les branches professionnelles, puis voilà, ensuite un certain nombre d'autres sujets. En dehors de ça, tout est négociable en entreprise. Mais la pilule de la réforme, elle est bien passée, là. Pour l'instant, les organisations syndicales commencent tout juste à digérer la réforme parce qu'il y a un calendrier de mise en place qui était prévu sur 2 ans. Et donc, en fait, le CSE et donc le basculement complet des anciennes instances et de leur fonctionnement propre à ce nouveau dispositif sera donc effectif en France pour toutes les entreprises de 10 à plusieurs milliers ou centaines de milliers de salariés au 31 décembre 2019. On est dans l'année vraiment où tout ça est en train de se faire. On a commencé au 1er janvier 2018, ça a été assez laborieux. La préoccupation principale des organisations syndicales quand elles ont vu arriver la réforme en 2018, c'était de dire oh là là, on nous pique des heures de délégation et on nous pique des mandats. Donc elles négociaient essentiellement pour essayer de préserver le plus possible de mandater aux heures de délégation. Voilà, et puis maintenant ils commencent à comprendre, parce qu'il y a un peu d'expérience du terrain, ça remonte vers les états-majors syndicaux, dans les entreprises où les élections pour la mise en place du CSE ont déjà eu lieu. Ouais, attendez les gars, c'est quand même plus compliqué que les heures de délégation. Je vais vous donner un exemple, enfin une anecdote. Au mois de novembre dernier, je suis appelé par un cadre de la régie des HLM de Paris, régie immobilière de la ville de Paris. Et voilà, il se présente et me dit je suis le secrétaire du CSE. Je suis à la CGT, je suis le secrétaire du CSE. Il y a eu nos élections CSE. Ouais. On s'en sort pas. On voudrait un séminaire pour nous aider à nous organiser, à travailler ensemble. Voilà. Donc, secrétaire CGT d'un CSE de près de 40 élus, titulaires et suppléants, ils n'arrivaient pas à s'organiser. Donc, ils sollicitaient une société de conseil. Donc, c'est vrai que ça change beaucoup la donne. Alors, ça donne un élément de réponse d'ailleurs sur pourquoi tous les délégués syndicaux ne sont pas forcément managers. C'est qu'en fait, oui. on a vu qu'il y avait toutes les qualités requises, mais elles ne sont peut-être pas suffisantes. Alors, ça peut aussi tenir au fait de ce que j'évoquais quand je parlais de ce champ de contraintes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un principe d'autorité. Oui. Donc eux, il faut effectivement qu'ils négocient tout. C'est-à-dire pour ça que c'était bien vu que dans les qualités vis-à-vis des autres représentants, des autres mandatés, il y avait la négociation. Parce qu'en fait, il y a cette difficulté-là. Oui. J'anticipe peut-être sur ce que tu vas dire après. Et les syndicats, et les délégués syndicaux, et les représentants syndicaux, où sont-ils passés? Ils sont toujours là-dedans. Mais ils ont un peu chaud. Ah. Ouais. Parce que le législateur a également mis en place une disposition qui était dans la musette, et puis il a lancé un ballon d'essai. Et il a dit, notre CSE peut se transformer en conseil d'entreprise. Un conseil d'entreprise, c'est un CSE qui est doté du pouvoir de négociation. C'est-à-dire qu'il y a un accord pour mettre en place le conseil d'entreprise. Donc là, on a quand même besoin, à un moment donné, d'un délégué syndical. Et il va signer un accord avec l'employeur pour transformer le CSE en conseil d'entreprise et transmettre ainsi aux élus du CSE le pouvoir de la négociation collective. Ça n'est plus le délégué syndical qui pourra signer et valider des accords, ce sera le conseil d'entreprise. Ouais. Et attends, c'est pas tout. Ouais, c'est pas tout. Parce qu'en plus, très, très audacieux, le législateur a assorti la création du conseil d'entreprise de l'obligation que figure dans l'accord qui le met en place
un domaine réservé à ce que l'on appelle les avis conformes. Alors, dans le jargon du droit du travail, un avis conforme, en fait, c'est un droit de veto. C'est-à-dire que l'employeur veut mettre en place quelque chose, un projet, etc. S'il ne recueille pas un avis favorable de son conseil d'entreprise, il ne peut pas le faire. Et le domaine des avis conformes qui a été prévu par la loi pour le conseil d'entreprise couvre notamment tout ce qui relève de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la formation professionnelle également. Et puis ensuite, il est prévu que l'accord intègre d'autres champs pour lesquels il sera nécessaire pour l'employeur de recevoir un avis conforme du conseil d'entreprise. Donc on est dans un système qui va être un système un peu hybride entre d'un côté la négociation, parce qu'il y aura toujours la possibilité naturellement de négocier avec son conseil d'entreprise et d'établir des accords qui viendront à ce moment-là la norme pour l'entreprise. Mais à côté de ça, il y aura toujours évidemment l'avis consultatif de l'employeur qui va solliciter dans la vie courante de son entreprise le conseil d'entreprise, en disant bon voilà, tiens, aujourd'hui je vous consulte sur. Eh bien, sur les sujets d'avis conforme, cette consultation, elle entraînera ce droit de veto possible des élus du personnel. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une très très grande nouveauté, parce qu'aujourd'hui l'avis conforme il existe, il est réservé à 4 cas dans le Code du travail, dont notamment la nomination ou la révocation du médecin du travail, la mise en place d'horaires individualisés, la transformation du repos compensateur par un paiement des heures supplémentaires, enfin, des bricoles comme ça, il y a 4 cas, hein, et donc là, c'est appelé à être étendu. Alors le conseil d'entreprise ne supprime pas le délégué syndical. Dans l'entreprise, il peut toujours subsister. Pourquoi? Rappelez-vous, on a des élections. Hein, et notamment, c'est tous les 4 ans, le plus souvent, enfin, c'est entre 2 et 4 ans. Mais voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, le délégué syndical, il se dit, moi je joue le coup d'après. Je fais en sorte que je puisse constituer une liste qui, aux élections, va gagner les élections et ensuite deviendra majoritaire au conseil d'entreprise. Donc, il faut intégrer ça aussi. On rembobine le film 30 secondes. Pour cette mise en place de CSE, les candidats, il y a toujours un premier tour, un deuxième tour, sont toujours représentés par des syndicats dits représentatifs dans l'entreprise, dans la branche au niveau national. Au premier tour. Donc ça reste inchangé. Oui, ça reste inchangé. Et là. Par contre, j'ai pas compris la différence entre CSE et conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise, c'est un CSE qui sera l'interlocuteur de la direction pour négocier. Aujourd'hui, dans la négociation, donc l'entreprise elle a un CSE d'un côté pour recevoir des avis consultatifs sur un certain nombre de sujets. Et puis à côté, on a donc le délégué syndical. Voilà, notamment la NAO. Le représentant syndical au CE a disparu. Alors il peut exister en tant que représentant syndical au CSE. D'accord. Celui qui est tombé vraiment à la trappe, c'était le représentant syndical au CHSCT. Des profondis. Ouais. Voilà, petit break. Ouais. Combien de temps? Combien de temps? La pause syndicale durement négociée avec la direction.